lui fait part de sa demande en disant qu'il faudrait trouver un sculpteur qui nous propose quelque chose pour ces sites. Mais le maire ne dit pas ce qu'il veut. Il veut une statue, il veut une sculpture. Voilà. Alors comment ça atterrit dans les mains de cette dame? C'est, quand on lit un petit peu ce qui existe, c'est pas clair. De Saint-Lazare était un tout petit peu connu, mais une ou deux œuvres qu'il avait faites lui avait valu une critique absolument immonde de la part de la presse, parce qu'il n'était pas dans les normes voulues, les normes esthétiques, les normes culturelles, les normes du bon goût, les normes de ce que la bourgeoisie attendait. Il était un peu en décalage, il était un peu dans la marge. Et il y a eu des problèmes avec ça. Et c'est certainement pour ça que le directeur des Beaux-Arts lui a passé la commande à lui. Après tout, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est une sculpture, c'est pour l'ingénieur là-bas, c'est moi, personne ici la verra, et ben allez. Donc il a reçu cette commande. Mais le directeur des Beaux-Arts lui demande de faire 3 esquisses, parce que le maire demande d'apporter 3 esquisses pour pouvoir choisir. Donc il en fait 3, en espérant que celle qu'il préfère. Alors il ruse, forcément, il en fait 2 en disant ça. C'est un peu ce qu'ils attendent, et puis je vais faire une 3e, qu'est-ce que je veux faire moi? Et puis coup de chance, le maire choisit la même que celle que le sculpteur préférait. Donc ce qui a donné cette statue-là. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Il n'est jamais venu ici, il ne connaissait pas le pays, mais, alors ça j'ai un peu inventé, parce que quand on disait, on en parlait tout à l'heure, jusqu'à il y a 2 ans, il y avait un certain nombre d'articles sur Internet de journalistes algériens par rapport à cette histoire de la statue. Et alors il y a plein de bruits qui couraient beaucoup longtemps, les articles depuis la dernière élection ont été enregistrés. Mais il y a un article par exemple qui disait, que je vois là tout à l'heure, soi-disant le maire le rabbin de Sétif serait allé voir le maire en lui disant il faudrait faire une statue d'une femme nue, comme ça les musulmans qui aimeraient plus boire un café dans le tout. On en pense souvent. Bon. Après, il y a d'autres bruits qui couraient qui disaient que le modèle du sculpteur c'était une amie d'une mère qui couchait, tout ça. Personne ne sait qui a posé pour le sculpteur. Mais il y a eu des trucs comme ça. Ce qui m'intéressait de montrer aussi, c'était. Alors là, il y a que 2 dames dans l'assistance. C'était cette problématique qui est extrêmement importante et qui a touché, qui continue de toucher un grand nombre de pays. Et derrière, un grand nombre de religions dont, on va dire ça comme ça, les trois principales, les plus connues. Ce problème, c'est le rapport à la femme, et particulièrement le rapport au nu féminin. Dans l'histoire des arts, pendant très longtemps, le nu féminin a posé des problèmes avec l'Église. Je parle des pays européens. A posé des problèmes. Quoi, nu, c'est pas bien, il faut pas montrer ça.
qui s'appuyait beaucoup par ruse sur des textes de la Bible disant que non, les femmes nues n'étaient pas nues, il y avait un voile invisible que Dieu avait placé sur leur corps et qui faisait qu'elles n'étaient pas nues. Bon, croyez à cette histoire, il est bien étrange. Mais les artistes s'arrangeaient pour faire la vie. Là, je vais parler en tant que moi, photographe, et puis en tant qu'artiste, et ce problème du rapport d'un artiste, alors qu'il soit peintre, qu'il soit sculpteur ou photographe. Qu'est-ce qui se passe entre l'artiste en question et une dame qui pose nue devant lui? Alors d'abord, il faut bien spécifier que les modèles, donc, qu'on trouve dans les écoles des beaux-arts, dans les ateliers de peintres, on trouve beaucoup, excusez le terme, mais ils ne sont pas des putains. C'est un travail qu'ils font, sont rémunérés pour ça, et elles ne sont pas considérées comme les dernières derrière. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est pas parce que, je vais être un peu grossier, mais bon, pas parce que l'artiste a une femme nue en face de lui, qui va absolument vouloir lui sauver dessus et lui faire l'amour, qu'elle le veuille ou non. Il est arrivé assez souvent que des artistes aient pour maîtresse un modèle, ou que des artistes finissent par se marier avec un modèle. Mais il y a une chose que très souvent on oublie, c'est qu'à un moment donné, l'artiste face au modèle nu se trouve en face d'un inconnu. C'est brutalement, là il n'est pas question de désir sexuel, il n'est pas question de domination, etc. Il se trouve brutalement face à lui un monde qu'il ne connaît pas vraiment. Et qui lui pose questions. Et qui lui pose questions surtout. Des questions philosophiques, des questions poétiques, tout ce qu'on veut, des questions de vie, etc. Et bien souvent, c'est ce rapport-là qui va influencer, qui va guider l'œuvre que fait l'artiste. En précisant, pour les artistes, ils ne sont pas soumis à une commande avec un résultat donné. Ainsi, pour en revenir à l'époque de Saint-Gall, d'ailleurs, j'avais un exemple dedans, l'Église pouvait, comment dirais-je, passer des commandes en précisant je veux ça, comme ça, comme ça, comme ça. La bourgeoisie pouvait le faire en disant je veux ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, après l'artiste était d'accord ou pas d'accord, hein. Il le faisait ou il ne le faisait pas. Mais il y a des moments où l'artiste faisait parce qu'il y avait quelque chose à dire, lui, pour tout le monde, qui lui était personnel et qui ne tenait pas compte des ordres, de la mode, de ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, etc. Il y avait quelque chose à dire. Et je pense, moi, que c'est la véritable fonction d'un artiste, elle est là. C'est quand il se conduit comme ça. Donc, de celui-là, à un moment donné, va être amené, lui aussi, à se poser ces questions. Quand on lui passe la commande, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il y a une sculpture pour un pays qui ne connaît pas, un pays qui ne connaît pas, une culture dont il n'imagine pas grand-chose. Bon. Sauf qu'il va rencontrer, au cours d'un repas, il va rencontrer quelqu'un. Alors, le repas, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, une dame lui a demandé de faire son buste en marbre. Donc, il fait des dessins de la dame, il fait des inscriptions plates, etc. Et puis, avant vraiment de la tailler dans le plâtre, il demande à la dame de dire voir ce qu'elle en pense, en disant voilà, j'ai fait
côté de cette dame, il y a une dame qui est assise. Et il discute un petit peu sur le spa. Et à un moment donné, la dame, dans ce mouvement qu'elle fait, la manche de sa robe va se remonter un peu, et on va voir un bracelet que de cette dame n'a jamais vu. Ça l'intrigue, on va demander à cette dame, c'est quoi ce bracelet? Il y a un doute, j'en ai jamais vu. Et là, elle lui répond, ah, mais ça, c'est un bracelet de notre père. Alors elle regarde avec des grands yeux, et petit à petit, elle va lui expliquer qu'elle avait vécu à Stif, elle était prof de musique à Stif, et son mari travaillait dans une entreprise suisse. Il y avait des entreprises suisses à Stif. Son mari travaillait là-dedans. Puis quelques temps après, son mari voulait venir à Paris, ils ont quitté l'Algérie, ils sont rentrés à Paris. Mais elle va lui raconter aussi quelles étaient ses relations avec la dame qui habitait Stif, d'origine de Stif, qui était employée chez elle. Et ces deux femmes, finalement, vont comment dirais-je, vont se lier d'amitié, tant et si bien que la Stifienne va amener, donc on va dire la française, ça simplifie le vocabulaire, à rentrer en contact avec les gens de la région, à aller voir des choses. Bon, peu à peu, elle va comme ça, et elle va apprendre plein de trucs. Donc elle lui raconte tout ça. Et là, lui, ça lui donne une idée en disant, peut-être qu'à partir de là, je dois faire quelque chose. Donc voilà, son idée, elle vient de là, elle est née comme ça, et en même temps, il discute beaucoup avec cette femme, qui est veuve, et tous les deux vont sentir qu'il y a un sentiment qui est en train de naître entre deux. Mais rien ne se passera, sauf des repas ensemble, des discussions, etc. Elle va poser, elle va accepter, elle va finir par accepter de poser pour lui, et lui dit, si tu poses pour moi, ça sera une façon pour toi de retourner un peu à Stif, que tu aimes bien, que tu as vécu, etc. Tu vas y retourner. C'est pour ça qu'elle accepte. Et il va faire cette sculpture, et il va tomber amoureux, non pas du modèle, mais de la dame. Et donc le modèle, c'est une chose, la dame, c'est un autre. Voilà. Donc ça, voilà, la première partie, c'était ça, c'est-à-dire, voilà ce qui se passe en France, voilà le statut des artistes, voilà comment cette sculpture est née. Alors évidemment, quand le maire a donné sa réponse, plus personne ne s'est occupé de la sculpture. Quand vous regardez sur Internet, Francis de Saint-Vidal, il n'y a pratiquement rien sur lui. Bon, né en 1840 à Milan, à Paris en 1900, et on cite 7 ou 8 des œuvres qu'il a faites, et toutes des commandes, mais Alexandre n'est pas mentionné. C'est dire qu'à l'époque, les responsables politiques, culturels, etc., même là-dessus, on n'avait strictement rien à faire. C'est même pas noté dans les archives. Donc voilà un petit peu. Alors la deuxième partie, c'est plus moi, c'est-à-dire dans l'intention. J'ai fait semblant de recueillir les propos de la statue, ce qu'elle entend que les gens viennent lui dire. Des hommes, des femmes, des personnes âgées, des jeunes, 2 ou 3 touristes, qui viennent lui raconter un petit peu l'état dans lequel ils sont, ce qu'ils vivent, les problèmes qui se posent à eux. Alors, de la jeune étudiante qu'on veut arriver de faire ça, jusqu'à la maman à qui on a rapporté le corps de son enfant qu'on a retrouvé dans la mer. Bon, il y a plein de choses comme ça. Alors j'ai fait exprès de faire en sorte que ces propos-là ne commencent que à partir du moment, donc
dizaine d'années jusqu'à aujourd'hui, au moment où je suis venu ici. Avant, non, j'explique que la statue, comme elle a été abîmée, elle a perdu un peu de sa mémoire, ce qui s'est passé avant, elle l'a oublié. Mais par contre, là, ces 10 dernières années, elle se souvient bien. Alors, c'est mis sous une certaine forme, mais ce n'est pas inventé. Ce sont des propos. Alors, 2 ou 3, un dont j'ai été témoin, notamment avec les jeunes des matchs de foot à Steve, d'autres que j'ai entendus, et puis, je fréquente les gens ici. Certes, dans mes activités, je fréquente beaucoup d'enseignants pour l'université, beaucoup d'étudiants, etc. Mais je fréquente aussi, je discute avec mon marchand de cigarettes, avec mon marchand de tomates, avec mon. Je fréquente tout. Donc, quand il y a un climat de confiance qui s'instaure, on se laisse aller à partager des choses. Donc, il y a un certain nombre de choses que j'ai retranscrites comme ça, comme si c'était la statue qui le disait. Alors moi, ça m'a paru important, cette démarche-là, parce que il y avait là, pour moi, un symbole extrêmement fort, un symbole culturel qui va au-delà de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit encore, des relations entre la France et l'Algérie, l'ancien colonisateur, le colonisé, le machin, le truc, etc. À un moment donné, ces choses, c'est pas qu'elles tombent, mais on va au-delà. On est des humains, on a des cultures. Elles peuvent être différentes, mais elles peuvent se rencontrer. Et eux, ils peuvent sortir quelque chose. Voilà, moi, c'était ça qui m'a guidé en me disant, mais cette statue-là, bon, il y a 10 ans, je suis venu à cette statue-là, une dame nue en Algérie, waouh! Bon, après, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même. Donc, la première fois que je l'ai vu, en me disant, que je l'ai revu, en me disant, tiens, quand même, toute la guerre, je veux dire la guerre d'Algérie, ce vocabulaire-là, toute la guerre d'Algérie, personne ne l'a démonté, personne ne l'a appelé. Quand il y a eu les événements de Steve, aucune communauté n'est venue la casser rien. Il a fallu attendre autre chose, vous savez mieux que moi, pour qu'on s'attaque à ce symbole. Parce que cette statue, elle est un symbole. Alors, moi, le sens que je donne, en me mettant dans la bouche de ce qu'il a vu, il y a 2 ou 3 passages où il y a des réflexions sur la politique, sur, il se demande à un moment donné ce qu'il y a foutu la France dans les pays du Maghreb. C'est quoi, on cherche quoi hein? Bon, donc c'est pas. Lui, ce qu'il a voulu faire, en mettant à sa place, c'est symboliquement, d'abord c'est une fontaine, ça donne de l'eau. L'eau, c'est vital. Et on sait, on se voit de plus en plus. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire à tous les hommes sur Terre, quel que soit leur pays d'origine, le pays dans lequel ils vivent, leur culture, etc. On a besoin de l'eau. Et en plus, quand on la regarde bien, cette statue, elle ne regarde pas les gens qui vont passer autre chose, son regard part au loin. Donc elle aussi, elle dépasse tout ça pour à un moment donné chercher quelque chose qui va unir, qui va rassembler les gens. Et sa position en diagonale, là aussi c'est voulu, alors il s'est inspiré de peintres dans cette diagonale comme ça, il s'est inspiré de peintres orientalistes qu'il avait vu exposés à Paris, et cette diagonale pour lui, c'est ça, cette difficulté, où on est toujours en équilibre, en essayant d'aller plus loin. Voilà en gros de quoi parle ce livre. Alors si vous avez des questions à poser, si vous
j'ai eu le privilège de lire ce roman, L'appel de la source. Monsieur Armand Vial, que je salue, l'auteur, il nous livre avec aisance et nostalgie un récit romancé sur une fois. C'est l'histoire d'une statue de femme dénudée sur un rocher au bout d'une fontaine paisible et millénaire. Il nous apprend avec doigté qui on a été le commanditaire de cette œuvre historique, le comment et le pourquoi à cette place. À travers ce roman, il nous offre également une évasion littéraire faite de fiction qui complète l'histoire mystérieuse de cette dame. Nous savons que les étudiants sont très attachés à cette œuvre, et tous ceux qui ont eu la chance de la voir, et surtout de voir à son nom avec un pincement de baraka au cœur. La femme et l'homme font l'humanité, la régénèrent et la maintiennent dans de bonnes conditions lorsque les esprits rétrogrades et maléfiques n'interfèrent point. La narration nous garantit aussi tant d'histoires autour de ce monument artistique et historique. Car la statue communiquait avec les gens qui venaient, quémandaient, sollicitaient son aide. Un roman révélateur de par le thème traité et qui a demandé certainement des recherches pour nous conquérir littéralement. C'est mon cas au tous les cas. Cette statue-là n'était-elle pas un lien culturel et artistique qui nous liait? Pour autant, ravi, je n'ai aucune question, malheureusement. Il n'a qu'à adresser mes chères félicitations à l'autorité présente et vous salue tous également. Bravo.